tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Bonjour à tous. Je crois qu'on a une petite demi-heure pour parler de 99 francs, mais on va essayer de parler de manière un peu plus globale de la relation qu'on peut avoir avec un réalisateur, parce que je pense que maintenant, les aspects techniques et technologiques de ce qu'on peut faire avec des moyens numériques ne sont pas dépassés, mais sont à la portée de beaucoup de gens. Après, bien sûr, il ne faut pas être compliqué, avec plein de gens, des spécialistes dans plein de domaines, mais globalement, on n'est pas de plus personne en disant on a fabriqué ceci comme ça, ou on a développé tel logiciel pour obtenir tel truc. Et ça va être de moins en moins le cas. Les ordinateurs vont devenir de plus en plus puissants, les téléphones portables vont suffire pour calculer de la radiosité en veux-tu, en voilà. Donc, on a du souci à se faire, nous, en tant que professionnels de l'image. Je pense qu'on a moins de soucis à se faire en se disant que l'humain compte beaucoup, avec la relation qu'on a avec un réalisateur, avec des producteurs, avec une équipe, est un des key points de l'histoire. Bonjour, excusez-moi. Merci. Quand on part dans un film, on a toujours des problèmes. Voilà, ça c'est... Voilà, et donc avec les effets spéciaux aussi, et donc d'avoir cette capacité de confiance, de connaissance et d'apprentissage un peu réciproque, parce que souvent, pour moi, le responsable des effets spéciaux doit apprendre la bestiole un petit peu avec laquelle il va travailler, parce que chaque réalisateur est un peu différent. Et donc c'est pour ça qu'avec le temps, quand vous entendez avec quelqu'un qui a des défauts, mais aussi des grandes qualités, sinon vous partirez, eh bien, voilà, vous construisez quelque chose qui vous permet d'être plus efficace, d'aller plus loin. Et ça a été aussi le challenge de 99 francs, parce que c'était un film difficile à faire par rapport à cette grande équation bien connue qui est ce qu'on veut faire, l'argent qu'on a pour le faire et le temps qu'on a pour le faire. Donc elle a été un peu tendue, cette corde-là. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir travaillé pendant des années ensemble aussi nous a permis d'aller de manière assez juste au problème de trouver les solutions à chaque moment. Et on avait un petit système sur un PC, pas des grosses machines, donc on avait plein de gens qui pouvaient travailler. Il y a plein d'humains plutôt qu'une grosse machine avec 3 mecs ou d'avoir 3 grosses machines. Et Yann, il adorait, mais ce n'est pas le cas de tous les réalisateurs, de passer d'un mec à l'autre, d'avoir une relation personnelle pour chacun des plans. Et ça, c'est tout le truc de savoir de travailler à l'américaine, à la française, je ne sais pas, en segmentant les tâches ou pas, ou en faisant... Et c'est tout ça qui est le nœud, à mon avis, maintenant, de la réalité de la fabrication d'un film. C'est vrai que les effets spéciaux, on a encore certains réflexes, c'est-à-dire on se dit, alors, je vais faire se retourner ou bondir, faire des flip-flops à plein de gens qui gèrent des budgets d'effets spéciaux, mais qui se disent il faut faire un storyboard, il faut tout préparer, etc. Moi, j'ai envie je commence à regarder depuis deux films les effets spéciaux autrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'on a derrière soi comme un outil, comme on va utiliser une musique dans un film. C'est-à-dire une musique, on n'est pas obligé de l'avoir composée avant avec tout l'orchestre, verrouillé. On fait pas, voilà. Et que les effets spéciaux, en tant que réalisateur, si on connaît bien, ou en disant qu'on a une bonne relation avec certaines personnes, sur une bonne confiance, en fait, et un petit peu de connaissance, et ben on va pouvoir l'avoir de cette même manière. Ça va être un outil très artistique, en fait. Et la compétence du responsable des effets spéciaux et des gens qui font des effets spéciaux, elle va être aussi importante que celle du chef décorateur, et aussi artistique en tout cas que celle du chef décorateur ou du chef opérateur. Et un chef opérateur, c'est comme si aujourd'hui on disait à un chef opérateur, il va vous réclamer d'avoir le storyboard exact parce qu'il va devoir éclairer plan à plan la scène, etc. Non, un chef op, vous pouvez arriver sur une scène et dire bon, je fais un 360, voilà. Et puis démerde-toi, et puis alors il va vous faire la gueule, il va se passer des choses, ça va être la relation humaine, il va comprendre qu'à un moment donné, peut-être de faire un 360 c'est intéressant pour votre histoire, donc il va devoir baisser la qualité de certaines choses, etc. Mais on peut avoir ce type de relation, et c'est vrai que en tant que réalisateur comme ça, assez jeune, la puissance aujourd'hui que peuvent avoir les effets spéciaux pour le cinéma, je trouve qu'on n'a pas encore cette psychologie à la mise en scène. Donc moi, j'ai été un peu découvert parce que j'étais un petit peu aussi dans mes nuages quand on a fait Blueberry, où on s'est mis à fabriquer pendant du matériel, c'est-à-dire que voilà, c'était le storyboard, c'était de la 3D. On s'est mis à discuter, c'est comme si on faisait le scénario, quoi. C'était devenu un outil de production.
Donc effectivement, ça nous a demandé beaucoup de temps, d'énergie, et on avait un budget assez conséquent pour ça. Et c'était assez luxueux. C'est vrai que dans 99, c'était autre chose, c'était l'inverse. On avait moins, donc il fallait être très précis. Je jouis dans votre hémisphère droit. Mais à mon nom, à ce moment où on dit ça, j'adore. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. C'est vrai que Rodolphe, je voulais juste dire qu'il était quand même quelqu'un de particulier, hein. Il s'investit vraiment. Par exemple, dans 99 francs, j'avais besoin d'un mec nu, il habitait à l'air. Pas qu'il a levé la main, il s'est dessapé, il s'est foutu dedans, en plus il tombe, il fait une cascade lui-même, en plus après en numérique. Bon, il a fait des tas de choses sur son corps après, bon, voilà. Donc c'est vraiment une application totale, et même physique, voilà. Pendant 99 francs, une des séquences les plus compliquées, c'était la séquence du suicide où Jean Dujardin se jette du haut d'un immeuble. En production, on a tout essayé. Vraiment, c'était une question d'équilibre. Est-ce qu'on allait tourner beaucoup? Est-ce qu'on allait utiliser une grue? On a vraiment réfléchi à tout. Et tout était assez complexe à cause de Vigipirate. Parce qu'on ne peut pas tourner en France facilement au haut d'un immeuble et faire ce qu'on veut. Après ça, ça peut devenir économiquement très coûteux aussi. On a envisagé à un moment de filmer en go motion la descente d'un immeuble en entier à la Défense depuis les systèmes qui servent à laver les vitres. Alors, je suis monté plusieurs fois en haut pour les repérages, mais on n'a pas pu le faire au dernier moment pour des problèmes de sécurité. Bon, j'étais un peu content parce que monter sur ce machin à 200 mètres de hauteur avec le vent qu'il y avait, c'était tout juste une horreur. Donc au final, on a décidé de faire du photomapping, qui est une technique conventionnelle qui consiste à prendre des photos et à les mapper sur des formes simples. Ça permet donc d'avoir 50% du réalisme à partir des photos qui viennent du réel et 50% de la 3D à partir de la modélisation sommaire qu'on a faite sur nos logiciels. Ouais, il y a quelques années, le tracking posait des problèmes complexes. Maintenant, c'est à peu près résolu par plein de systèmes, qu'ils soient français ou américains. Il y a plein de logiciels maintenant spécialisés qui nous aident à fabriquer les choses. On les trouve en tracking. Maintenant, il y a des spécialistes pour faire des cheveux, il y en a pour faire des poils, il y en a pour faire, des tas de choses. On a utilisé certains softs de RealViz qu'on a couplés avec les propres softs de MacGuff. Et on a fait de la modélisation, par exemple, à partir de 2 images panoramiques à la QuickTime VR. Et si on prend les 2 sphères d'images qu'on obtient, les informations sont assez précises pour nous permettre de modéliser assez rapidement l'univers qu'on veut recréer qui vient du réel. En fait, dans toute la séquence où il chute, il n'y a pas de grands mouvements de caméra, mais les arrière-plans sont entièrement en 3D. C'est-à-dire que tous les arrière-plans, les voitures, la vie qu'il y a est en full 3D. C'est pas que des incrustes. On a calculé des reflets en faisant de la HDRI par exemple, pour pouvoir rééclairer les immeubles de manière réaliste. On a dû retoucher, pour pas qu'on les reconnaisse, différents endroits pour que ça pose pas de problème, puisqu'on est issu du réel et qu'on est quand même extrapolé dans un autre monde dans le film. La séquence a été faite assez rapidement et elle a été faite avec peu de personnes. Elle fonctionnait assez bien et surtout, elle permettait une grande liberté. En fait, c'est pour ça qu'on a décidé de faire tout en 3D, en full 3D au final. C'est pour faire des mouvements de caméra que Yann voulait, ou je voulais, parce qu'évidemment, si on avait été lié à des éléments tournés à la motion control, ça aurait été très très réducteur. On aurait dû coller au réel de trop près. Du coup, on a pu travailler avec le montage, changer régulièrement les plans et de manière très très souple. Bon, ça par exemple, c'est pas de la 3D, c'est de la 2D et demi. C'est intéressant le côté photomapping, parce qu'on peut travailler à moitié en 2D, à moitié en 3D, être très léger, utiliser l'AGL, c'est-à-dire la puissance graphique des machines au maximum. À mon avis, c'est vraiment des solutions d'avenir. Bon, je crois que l'avenir est à Picasa. Vraiment, il faut qu'il n'y ait pas plus de boutons et de dispositifs compliqués que ça pour bosser. Il faut simplement que la puissance des calculateurs résolve tous les problèmes complexes par leur propre puissance. Quand on voit la courbe de progression en termes de puissance de calcul des ordis, on va pouvoir arriver à utiliser très rapidement, par exemple, de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de géométrie. Je pense que l'interactivité est l'avenir de l'homme derrière sa machine, quoi. À terme, on devrait être capable de plus se poser de questions, de savoir si ça fait peur, si ça bouge bien, juste en le simulant. Il y a 10 ans, les gens prédisaient l'avenir de la réalité virtuelle. En fait, c'est toujours pas là, ça ne le sera pas avant un long moment. Moi, je me rappelle que Pierre parlait de ça, il me disait ils vont ramer pendant 20 ans avant qu'on puisse faire quelque chose, il avait raison. Mais il y a quelque chose qui va venir, le jeu vidéo, la capacité à jouer en temps réel quand on voit... les jeux comme Crysis ou des choses comme ça, il y a des tas de choses qui se passent en dynamique, en lumière, qui ont encore une fois du HDRI, qui sont vraiment super sympas. Je pense que à terme, quand on voit toutes les couches qu'on fait, le motion blur, la profondeur de champ, abîmer l'image, la détruire, les textures, etc., on peut se rendre compte que la qualité intrinsèque de l'image de base n'a pas forcément d'avoir un niveau extrêmement élevé pour être réaliste au final. L'important, c'est qu'interactivement, on arrive à mixer les choses, les mélanger, et de toute façon, de raconter une histoire comme on a envie. On n'a pas forcément d'être forcément hyper réaliste tout le temps. On peut être onirique, réaliste. Donc la souplesse et la puissance des ordinateurs, qui n'est rien de la mémoire des ordinateurs maintenant, va devenir vraiment
un point extrêmement important sur le plan technique. Bon, c'est des images classiques de fond vert, c'est juste pour voir les têtes de gens. Il a donné sa personne quand même, vous voyez, comme quoi on ne fait pas tout, et c'est courageux parce que j'ai testé aussi tous les systèmes de câbles, le système où on se jette, même quelquefois de se brûler pour voir un peu ce que ça fait, et c'est du boulot, quoi. Moi, ce que je pourrais ajouter sur cette séquence, c'est vrai que c'était un challenge, cette séquence, parce qu'en plus, il y a d'autres effets à l'intérieur, puisque il va s'arrêter, le personnage va s'arrêter au milieu de sa chute, on va rentrer dans ses souvenirs, et il y a des changements de ton. Donc pour moi, il y avait un vrai défi à la fois de faire une sorte de suicide classique, un peu grandiloquent du cinéma, mais en même temps, on est accroché un peu au personnage. Et puis à partir du milieu de la chute, c'est pas Elsa Poppin, mais presque. On rentre dans un mode, dans différents modes, en utilisant les effets vraiment comme un langage. Et d'ailleurs, un petit peu issu de la publicité, c'était aussi ce jeu-là, c'est-à-dire l'aspect séduisant de la grammaire, des effets que la publicité utilise. Et bien de nous l'utiliser pour démonter son principe, c'est-à-dire faire de l'aïkido, utiliser la force et les armes de l'ennemi, en l'occurrence, c'est pas mais de ce qu'on dénonce en tout cas, et comment dire, de l'objet de manipulation, c'est de manipuler avec la même force. En tout cas, c'était cette idée-là, voilà, l'idée où il s'arrête, et puis on voit les souvenirs, puis on va rentrer dans un, etc. Et puis après, l'action va repartir. Et donc cette scène, pour moi, elle était... Alors d'abord, quand on est réalisateur et qu'on fait une chute de quelqu'un dans toi, ça a déjà été vu 212 000 fois, donc il y a bien entendu les quelques références du Grand Saut ou d'autres films. Et donc on a envie de se dire qu'il y a un challenge. Voilà. Merci Rodolphe, là je suis sûr que plus personne ne me regarde. On a vraiment cherché plein de choses différentes. En amont, on avait des problèmes de budget, on a fait plein de réunions pour voir comment limiter les choses. Quand on est arrivé sur le plateau, on avait la technocrâne et puis on a commencé à faire des mouvements. Et moi, je savais très bien, et on savait très bien ensemble que les mouvements allaient devoir créer un surplus de travail assez important, qui était toute la partie 3D de la ville. C'est-à-dire à partir du moment où la caméra va bouger comme ça, ça peut plus être des photos. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va falloir faire de la 3D. Et en même temps, ensemble, on s'est regardé, on s'est dit oui, mais bon, c'est ce qui fait le plan de passer d'un côté à l'autre, etc. Allons-y, on verra. Ben voilà. On s'en est sorti, on a toujours envie. Voilà. Et donc, moi, j'ai vraiment apprécié cette capacité à un moment donné à partir dans des choses compliquées qu'on a déjà fait. Hein. Voilà, chaque film a été pour l'instant souvent en effet spéciaux un peu un challenge. Et je voulais dire que donc j'étais content de cette scène de toi. Voilà, maintenant j'en ai fait une, comme on dit, voilà, ça c'est fait. Scène de mec qui se suicide et qui revoit sa vie, tout ça, ça c'est fait, c'est bon. Et j'étais content du résultat. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi.